Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Je me présente, votre animatrice Vanessa Ross. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le service de police de Laval et on parle entre autres de la campagne de prévention contre la fraude. Alors, on est dans le mois de la prévention de la fraude. Tout de suite après, l'Auberge du Cœur, l'Envolée est ici pour nous parler d'une opération qu'ils vont avoir dans les métros prochainement. Ensuite, le relais pour la vie de Laval pour les relais de toutes les générations pour le cancer. Maintenant, pour votre vitrine communautaire, la Semaine québécoise d'adultes en formation, votre capsule Urgence Santé et le relais communautaire de Laval. Bonne émission, bienvenue à Laval en bref. J'ai avec moi Stéphane Pilon du service de police de Laval. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. On se retrouve encore une fois. Ben oui. Et là, cette fois-ci, c'est pour le mois de la fraude. Alors, c'est tout à travers le Canada. On parle de ça et vous avez amené plusieurs exemples. Premièrement, parlez-nous un peu de la fraude. Est-ce que c'est un gros problème en ce moment ici? Oui, c'est ça. Le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude, justement, au travers du Canada. Puis, il y a différents types de fraude. On parle de fraude par carte de crédit, carte de débit, fraude par télémarketing. C'est très large, la fraude. Alors, on va vous en parler un petit peu aujourd'hui de ce qu'on remarque sur le territoire lavallois, ce qui se passe là présentement. Premièrement, avec ce qu'on a devant nous, c'est surtout des gadgets électroniques. Comment ça fonctionne? Oui, bien, nos enquêteurs là, qui travaillent sur la fraude m'ont donné un peu des exemples d'appareils ou de choses qu'on pourrait remarquer dans les guichets automatiques, entre autres, ou les endroits où on paie. Si on peut voir ici, on a quelqu'un qui a trafiqué l'entrée d'une carte de débit sur un guichet automatique. Et on voit ici en arrière toutes les composantes là, électroniques. Donc ça se met par-dessus. Ça se met par-dessus un comptoir, un guichet. On voit ici, c'est quand même bien fait. Mais si on remarque des fois qu'il y a des anomalies là, avec le guichet automatique, on sent que La carte ne rentre pas bien. Ou si on va tout le temps au même guichet, puis là, on remarque que c'est différent. Moi, je vous dirais... C'est vrai qu'on ne porte pas beaucoup attention à ça. On met la carte et c'est tout. C'est ça. Appelez votre service de police là, pour leur indiquer, puis demeurez sur les lieux si vous êtes capable. Puis nous, on va venir vérifier, on va ouvrir un rapport où on va prendre le guichet sous surveillance pour essayer d'attraper le malfaiteur. Souvent, le malfaiteur n'est pas loin, puis il y a des transmissions qui sont faites là, électroniques. Les gens installent des bidules comme ça, des appareils. Et comment ça fonctionne? Dans le fond, lui, le voleur, qu'est-ce qu'il a comme information avec ça? Lui, il va prendre, il va lire votre carte. Ouais. Ce qui est en arrière de la carte, là, la bande magnétique, va être copiée et transmise via les ondes dans un ordinateur à proximité pour prendre vos données sur votre carte. OK, c'est assez compliqué. Et souvent, en plus d'avoir vos données, ils vont installer une caméra qui va être introduite dans un genre de... Ils vont cacher ça ici. Puis ici, on peut voir ici un petit trou. Oui. Et la caméra, lorsqu'elle est installée à l'intérieur, va aller chercher votre NIP. Alors, sur le guichet, on va avoir ça qui va être trafiqué. Donc, on a la bande magnétique, on a le NIP. Si vous voyez, le matériau, c'est fait à peu près de la même chose qu'un guichet automatique. Ouais. C'est en plastique. Souvent, c'est des morceaux qui ont été enlevés après un guichet ou ça a été copié tout simplement. Ils rajoutent ça après le guichet automatique. Ça paraît pas habituellement. Et sont en mesure... J'ai l'impression que ça fait partie de la machine. Ça fait partie du décor, ça fait partie de la machine. Ouais. Et encore par onde, il y a quelqu'un sur un ordinateur qui va capter votre NIP et il va capter votre bande magnétique. Puis le tenant qui fait ça, là, il se trouve à faire de la prison après? Bien, ça dépend au niveau de la cour. Là. Les enquêteurs, ceux qui vont, s'ils sont capables de retracer le fraudeur, il va être mis en accusation pour avoir fait de la fraude. Puis t'es dans le trouble, effectivement. OK. Ensuite, les autres machines ici? Il y a eu des vols, souvent de manettes Interac, là, de manettes où est-ce qu'on peut payer là, au service à l'auto ou dans les commerces. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils volent la manette, ils vont la trafiquer, ils vont rentrer des composantes comme à peu près la même chose que pour le guichet automatique. Okay. Ils vont recevoir l'information sur un terminal. Mais si vous remarquez, lorsque vous payez ceux que souvent, là, c'est pas évident, là, mais si on remarque qu'il peut manquer des vis. Les collants peuvent être arrachés, parce que souvent, c'est des collants qui sont mis pour
cacher les vis. Fait que si vous voyez qu'il manque des choses après le terminal, ça peut être des observations que vous pouvez faire. Et vite fait, comme ça, elle a l'air complètement normale. Là. Il y a de l'air normal. C'est Souvent, dur, ils utilisent les vis. C'est pour ça qu'ils mettent des collants vis-à-vis les vis pour justement dire que c'est un genre de seal, un protecteur pour dire qu'il n'a pas été ouvert. Puis souvent, c'est fait sans que le commis soit au courant. Là. Des fois, le commis est occupé, ils vont arriver le groupe criminalisé, ils vont changer de terminal après le guichet. C'est toutes des prises de téléphone. Là. Fait que c'est rapide là, d'enlever ça, de mettre un nouveau guichet. Vous allez remarquer maintenant, dans les commerces, souvent, les manettes à cette heure sont attachées avec des câbles d'acier. Oui, ils ont sécurisé beaucoup les manettes parce qu'il y avait beaucoup de fraude. Oui, On le vole, on le trafique, puis on le réinstalle par la suite. Mais sinon, ça, juste comme ça, là, quand on ne regarde pas en arrière, là, si on met notre carte là-dedans, on n'a pas vraiment de façon de savoir non, c'est ça. ce qui est écrit dessus. Il faut plutôt être observateur parce que je vous montre ça, là, effectivement, puis c'est la même manette partout. C'est seulement qu'ils rajoutent de l'électronique à l'intérieur, puis ils transmettent vos données. Sinon, il y en a une un petit peu plus louche, là. Oui, ça, c'est vraiment les premières qui ont été faites. C'est plus à titre de formation. C'est certain que vous voyez un guichet ou une manette qui est faite, je vous dirais, c'est très... Du bricolage. C'est du bricolage. Ça, bien, soyez méfiants, là, aller rencontrer les gens ou appeler le 911, on va aller vérifier ça. OK, ça se peut pas que ce soit juste une vieille machine là, qui ressemble un peu à Non, ça, c'est artisanal. Là. On parle de pièces qui ont été collées, comme vous voyez à l'intérieur, là, ça a été collé, puis des bidules qui ont été rajoutées. OK. Sinon, il y a d'autres types de fraudes. Vous avez parlé du télémarketing. Oui, présentement aussi, on a à peu près... cette année, il y a eu 800 rapports qui ont été pris en matière de fraude à Laval. C'est beaucoup. Ouf, OK. Puis c'est toujours en augmentation. C'est graduel. OK. Fait que depuis les dernières 5 années, ça a été en augmentation. Les gens, de plus en plus, le dénoncent. Mais c'est pas évident de dénoncer de la fraude, surtout au niveau de télémarketing. Souvent, c'est nous qui avons été victimes là, de chantage ou du beau parlage, là, des gens qui nous appellent, puis des fois, on n'est pas méfiant, on pense bien faire, puis souvent, on se fait embarquer. Là, Est-ce que vous avez un exemple de ça? Oui, présentement, on appelle ça le Grandson Scheme. C'est... Grandson, petit-fils. Petit-fils. Manigance. Manigance par rapport au petit-fils. Souvent, c'est les personnes âgées qui se font appeler. OK. Les gens, c'est des organisations criminelles. On parle pas de jeunes du coin de la rue qui appellent les voisins. Là. C'est des organisations criminelles. Ah oui. Beaucoup de gens, une grosse structure, difficilement pénétrable, si on veut, pour l'enquête. On a les criminels qui appellent une personne qui est chez lui ou chez elle, puis on se fait dire par téléphone oui, grand-papa, grand-maman, c'est moi qui t'appelle, je suis en difficulté. Fait que là, la personne va dire le nom de leur petit-fils. Exemple, oui, Stéphane. Et la personne, oui, c'est moi. Okay. Je suis présentement dans l'Ouest canadien, je suis au Mont-Tremblant, je suis aux États-Unis, je suis en problème, j'aurais besoin d'argent pour payer mon avocat. Je ne veux pas le dire à mes parents. C'est-tu possible pour toi de me prêter des sous, que je revienne? Ouais. Souvent, ils se font demander d'aller à un comptoir Western Union pour envoyer l'argent. C'est tout le temps des montants moins de 3 000 Ah oui, tant que ça. Oui, justement, parce qu'il y a moins de vérifications qui sont faites dépendant du montant d'argent. Alors, les personnes vont attendre que l'avocat appelle. C'est un faux avocat, c'est un autre criminel qui appelle. Puis là, il leur demande, OK, allez à tel endroit, comptoir Western Union ou autre comptoir. Okay. Les gens déposent de l'argent. Souvent, c'est de l'argent en cash, c'est un chèque, c'est par guichet automatique, carte de débit. Okay. Ils vont transférer l'argent, puis là, ils prennent le numéro de confirmation. Puis une fois que l'organisation criminelle a le numéro de confirmation, ils peuvent aller à n'importe quel comptoir dans le monde et retirer cet argent-là. Oui, OK, ça, c'est assez grave. Il y a aussi les gens qui appellent pour dire qu'on a gagné un voyage, mais il faudrait juste payer ce petit frais-là, puis ça aussi, on devrait pas... Comme conseil, ce que je pourrais vous dire, lorsque vous initiez pas l'appel téléphonique, lorsque vous recevez un appel, vous ne devriez pas donner vos renseignements personnels ou financiers. Si c'est vous qui appelez une compagnie pour faire l'achat d'un bien, puis on vous demande votre numéro de carte de crédit, il n'y a pas de problème. Souvent, vous avez validé en appelant le bon numéro. Lorsque vous vous faites appeler par n'importe quelle agence, soyez méfiants. Je ne dis pas que c'est tous des fraudeurs qui vous appellent pour vous vendre des choses, mais souvent, vous pouvez vous faire embarquer dans une histoire de fraude. Alors, soyez méfiants. On est mieux d'attendre, de rappeler, de faire notre petite enquête nous-mêmes. Prenez leur numéro de téléphone, rappelez-les, faites des vérifications au niveau du bureau de la concurrence, par exemple. Il y a beaucoup de sites nouveaux canadiens qui parlent de fraude. Vous pouvez vous référer à ces sites-là où est-ce qu'ils vont vous donner de l'information par rapport à toutes sortes de fraudes. Autre chose, on fait attention et on protège son NIP.
Oui, il faut exagérer le mouvement, je vous dirais. Lorsqu'on va au centre d'achat, à n'importe quel magasin, et on fait notre NIP, souvent, il y a des gens qui observent le NIP qu'on va faire. Exagérez le mouvement, mettez votre main, allez-y caché, mettez une feuille, mettez votre sacoche. Faut pas avoir honte, c'est de l'information qu'on donne. Là. Sinon, si vous êtes à côté de moi, je fais le NIP, vous le voyez. Souvent, on a aussi des gens qui font ça, seulement observer les gens aux caisses qui payent par carte de guichet. Des exemples, la personne, la madame, le monsieur qui va payer au magasin cache plus ou moins son NIP. Il y a une personne qui remarque le NIP. À la sortie du magasin, se fait accoster par des gens qui vont demander de l'information par rapport à une carte routière. On va arriver avec une carte routière, pouvez-vous me donner le chemin pour aller à tel endroit? Bon, on donne l'explication. Pendant ce temps-là, il y a des pickpockets. On ramasse ça. Ils volent le portefeuille avec les informations, avec votre carte de guichet. Ils ont votre NIP. Qui peuvent faire vider votre compte. Donc, il faut faire vraiment attention. Alors, puisque c'est le mois de la prévention, encore plus, on va exagérer le mouvement, on va se méfier des machines un petit peu louches. Oui, effectivement. Soyez alerte, soyez observateur. Si vous remarquez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous sentez que vous vous faites arnaquer, appelez le 911, appelez votre service de police, appelez votre poste de quartier à Laval, puis on va vous donner des renseignements, on va vous aider, on va ouvrir un rapport, puis on va faire une enquête là-dessus. Super. Merci beaucoup. Merci. Une première aujourd'hui à Laval-en-Bref. On a avec nous des gens de l'Auberge du Cœur. Alors, j'ai Pierre et Elena. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez toutes les deux pour cet organisme. Qu'est-ce que c'est que l'Auberge du Cœur? Bien, en fait, l'Auberge du Cœur L'Envolée, c'est une maison d'hébergement pour les jeunes en difficulté sans-abri 16-20 ans à Laval. Donc, on a maintenant, depuis un an, 16 places d'hébergement. Wow. Donc, pour une durée environ d'un jour à 6 mois, parfois plus. C'est pour les jeunes qui sont sans-abri. Oui, ou les jeunes qui vivent des difficultés temporaires, des difficultés d'adaptation, des jeunes qui ont des conflits familiaux, des jeunes qui se retrouvent à la rue après les centres jeunesse, des jeunes qui ont peu de réseau social. Donc, ils vont faire une demande où on va pouvoir les aider durant cette période-là. Et votre mission, c'est de les aider. De quelle façon est-ce que vous y prenez? Bien, en fait, notre mission à nous, c'est un peu d'offrir un espace aux jeunes, finalement, afin qu'ils puissent actualiser leur projet de vie, que ce soit le retour aux études, que ce soit par le travail à temps plein ou la combinaison des deux ensemble. Donc, en fait, nous, les intervenants, de la façon qu'on va travailler, c'est un peu des accompagner dans une démarche au niveau de l'autonomie afin qu'ils puissent développer des habiletés pour qu'ils puissent maintenir un projet stable et durable. Donc, avec des rencontres, vous parlez un à un. De quelle façon est-ce que vous travaillez? Bien, en fait, c'est ça. En fait, chaque jeune va avoir un intervenant de suivi. À ce moment-là, on va se rencontrer minimalement une fois par semaine. On va dresser des objectifs personnels en fonction du projet de vie du jeune. Puis par la suite, en fait, à chaque fois que le jeune atteint ses objectifs, il évolue un petit peu plus. Donc, à ce moment-là, nous, notre rôle, c'est un peu des orienter vers leur projet de vie. OK. À quoi ressemble votre clientèle? Bien, en fait, c'est ça. Nous, c'est des jeunes âgés entre 16 et 20 ans mixtes. À quoi ressemble? Il n'y a pas vraiment... Quelle sorte de problèmes est-ce qu'ils ont plus généralement? On parle de toxicomanie, on parle de négligence, on parle d'abandon familial, on parle de délit aussi. OK. Donc, souvent, ils arrivent là, ils sont en détresse, premièrement. Puis ils restent là une journée à peu près. Combien de gens êtes-vous capable d'aider à travers une année, quand même? Ça doit être assez remarquable. Bien, actuellement, dans cette maison-là, je dirais, avant, on avait environ 45 jeunes par année. C'est sûr que là, ça va doubler parce qu'on a doublé notre capacité d'accueil cette année. Super, félicitations. Oui. Puis on a aussi un appartement supervisé, fait que les jeunes, après le séjour, peuvent aller vivre dans les appartements où ils vont bénéficier d'un soutien pour une autre année, des fois même plus. Qu'est-ce que c'est qu'un appartement supervisé? C'est qu'un intervenant est là sur place? Non, il n'y a pas d'intervenant sur place, mais on a un intervenant, nous, en poste hébergement qui travaille 40 heures semaine. Puis il va dans les logements, que ce soit dans nos logements ou dans leur logement, puis il les accompagne à continuer, dans le fond, le cheminement qu'ils avaient entamé dans l'auberge. Fait qu'on va les suivre. Ça peut être pendant plusieurs années où on va les accompagner dans leur démarche d'autonomie, mais aussi les démarches juridiques, médicales ou autres. Donc, on est vraiment changé à un âge vraiment critique. Vous pouvez faire vraiment tout un tournant dans leur vie. Félicitations. Ce qui est important, je pense, c'est de comprendre que nos jeunes qui viennent, c'est pas des jeunes qui ont des pathologies, c'est pas des jeunes qui ont des problèmes importants de toxicomanie, c'est des jeunes qui peuvent avoir une consommation, mais c'est toujours des consommations qui sont très contrôlées. Donc, ils sont aptes au milieu de travail. Ils vont devoir s'investir dans un projet de vie 35 heures semaine, ce qui veut dire qu'ils doivent être employables ou aller à l'école. C'est obligatoire pour demeurer dans l'auberge. Fait
Fait que l'occupation, elle est très, très encadrée. Donc, le projet doit prendre 35 heures du quotidien. Le reste du temps, bien là, ils ont le temps pour leurs objectifs plus personnels. C'est génial. Vous avez souvent de très belles réalisations, j'imagine. Oui, vraiment. Et vous organisez plusieurs événements au courant de l'année pour pouvoir avoir des fonds, pour pouvoir avoir des beaux projets comme ça. Et entre autres, il y a quelque chose qui s'en vient. Bon, on a plusieurs projets dans l'année. Celui qui s'en vient, c'est l'opération Tirelire, qui est à la grandeur du Québec. Donc, c'est tous les auberges du cœur en même temps qui organisent cette campagne-là. Et ça a lieu au mois d'avril. Donc, on va dans les métros. Oui, on va dans les métros. Puis, dans le fond, bien, ça a le côté aussi au niveau financier, mais ça a aussi le fait de se faire connaître, parler de nous, que les gens apprennent à mieux nous connaître. Les gens ont encore méconnus des fois dans le milieu lavallois. Donc, c'est à ça que ça sert. Lorsque vous dites le métro, parlez-vous de l'épicier ou transport en commun? Les deux. Les deux, vraiment? En fait, on parle du métro Montmorency, là, où on va être présent le 12, 13, 14 avril dans les heures de pointe. Donc, on parle de 6h30 à 9h30 et de 15h à 19h. Avec des tirelires, donc vous allez avoir des gens qui vont être là pour ramasser des fonds. Oui, Absolument. effectivement. Avez-vous des objectifs? Ça va être la première fois qu'on va être là cette année, c'est sûr qu'on tient en compte les heures de pointe et tout ça, mais en même temps, c'est un peu difficile en ce moment de... On vise environ 5 000 $, mais c'est difficile de savoir combien ça peut rapporter. Mais je vous le souhaite. En tout cas, c'est une bonne idée de cibler les métros comme ça. Je trouve que il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. On va être aussi présent au Métro Plus à la place du Vernet, aussi les 12, 13, 14 avril, dans les heures d'ouverture. Les mêmes journées? Oui, c'est ça. C'est toujours les mêmes journées, c'est les 3 mêmes journées. Vous en avez des bénévoles? On parle de bénévoles, on parle de jeunes aussi qui vont venir nous aider. On parle des membres de notre conseil d'administration et bien sûr, il y a aussi l'équipe là, au niveau de l'intervention. Êtes-vous à la recherche de bénévoles? Oui, c'est sûr qu'on est à la recherche de bénévoles pour cet événement-là et aussi d'autres événements. Ça nécessite quand même une trentaine de bénévoles. On a quand même une bonne équipe, on a les jeunes, mais en même temps, c'est sûr qu'on a besoin de la participation du plus de monde possible pour pouvoir s'investir, donner de leur temps pour pouvoir accompagner un membre de l'équipe ou même des jeunes puis à travers ces journées-là. Fait que oui, on est à la recherche. Donc, l'invitation est lancée, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire des dons autrement? Oui, vous pouvez faire des dons en ligne sur notre site Internet ou via Canadon. On va sur Auberge du Cœur l'Envolée. Et à ce moment-là, on peut faire des dons en ligne ou, les gens peuvent faire des dons matériels ou directement à l'auberge à ce moment-là. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi qu'on peut vous aider, pas juste pour cet événement-là, mais en général à longueur d'année? À longueur d'année, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de financement, on est toujours à la recherche de beaux projets. Il y a des gens de la communauté, des fois, qui nous contactent, qui ont des beaux projets à mettre en place. Puis au niveau financier, ça peut avoir un gain important. Donc, on est toujours à la recherche de nouvelles idées. Des commanditaires, des bénévoles. C'est ce qui fait rouler les organismes. Oui, puis c'est un peu l'objectif aussi du milieu communautaire, l'idée de travailler en partenariat avec la communauté. Donc, forcément, on parle de citoyens ou on parle de n'importe quel organisme à Laval. C'est sûr que nous, on est ouvert à tout. Là. Oui. Et là, vous, ça fait combien de temps que vous travaillez pour cet organisme-là? Moi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans? Ça fait 13 ans. 13 ans, donc vous êtes vraiment très impliqué là-dedans. Vous êtes intervenant, alors vous êtes directement là, sur le terrain avec les jeunes. Oui, absolument. Est-ce que, moi, je me suis toujours posé la question en tant qu'intervenant, ça doit être dur de se faire une barrière avec... Vous êtes jeune quand même. Vous devez vraiment avoir une belle connexion avec ces jeunes-là. Ben oui, en fait, nous, la particularité du milieu où est-ce qu'on travaille, c'est qu'on travaille beaucoup avec le lien de confiance. C'est vraiment ça, on va se servir du lien de confiance finalement comme levier de changement. Donc, naturellement, la relation, comme vous dites, effectivement, ça peut être délicat des fois de se distancer un peu des problématiques du jeune. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend d'une façon ou d'une autre. Puis, de toute façon, la relation avec le jeune en confiance, à ce moment-là, le jeune est capable de faire la différence et l'intervenant aussi. Ah, OK, très bien. C'est un milieu qui est volontaire. Hein? Donc, je veux dire, l'encadrement, c'est beaucoup dans la responsabilisation. Les jeunes ont des engagements. Puis, je veux dire, nous, on est là pour les accompagner à travers leurs projets à eux. Donc, c'est vraiment un travail qui est très différent. Là. Et vous, qu'est-ce qui vous a interpellé à ce type d'organisme? En fait, moi, je suis rentrée là en 99. C'est un organisme que j'ai adoré dès ma première journée. Fait que j'ai eu envie de poursuivre et de m'investir. C'est un très beau milieu. C'est un beau milieu de vie pour les jeunes. Je pense que ça fait vraiment une grande différence dans la vie de plusieurs jeunes et d'anciens jeunes aussi qui fréquentent la maison, même pour certains, après plus d'une dizaine d'années, qui reviennent, qui nous appellent, qui viennent au retrouvailles chaque année. Donc, c'est vraiment un milieu qui est très familial. Donc, c'est sûr que ça amène une dimension pour plusieurs jeunes qui n'ont jamais connu
retenu cette particularité-là, finalement. Aussi simple que d'avoir un souper le soir ensemble, c'est quelque chose pour plusieurs jeunes qui n'ont pas Avoir vécu. un sentiment d'appartenance. Voilà. La filiation sociale, c'est très important pour nous. Donc, si vous, les jeunes vous tiennent à cœur, et puis si les jeunes vous tiennent à cœur aussi, supportez l'Auberge du Cœur Envolé. Oui. Et encore une fois, de quelle façon est-ce qu'on peut le faire, le site web une dernière fois? Oui, vous pouvez aller sur notre site web au envolé.qc.ca. Ouais. Parfait, encore du travail d'équipe. Merci Oui, beaucoup. voilà. Bonne chance pour tout. Merci beaucoup. À Laval en bref, bien sûr, on va vous parler d'un sujet qui interpelle vraiment tout le monde. On va parler du cancer un peu. Vous savez, il n'y a personne qui ne connaît pas quelqu'un qui l'a eu, que ce soit un collègue, un ami ou quelqu'un dans la famille. On connaît tous quelqu'un qui a vécu le cancer. Alors ici, pour nous parler là, du relais pour la vie de Laval, on a M. Épinat et Mme Plante. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous organisez l'événement, en quelque sorte, et vous allez animer pendant toute la soirée, mais la nuit. Et vous êtes la porte-parole et vous vous occupez de la recherche contre le cancer. C'est bien ça. Alors, vous avez fait beaucoup d'études. Oui, c'est sûr que c'est des longues études, mais ça vaut la peine. Alors, de quelle façon va se dérouler le relais? La façon que ça va se dérouler, c'est une cérémonie qui va durer pendant 12 heures. Ça commence à 7 heures le soir et ça finit à 7 heures le lendemain matin. D'accord. Et puis, durant de 7 heures le soir jusqu'à 10 heures, il va y avoir toutes sortes de cérémonies, entre autres la cérémonie des survivants, la cérémonie des disparus, la cérémonie des luminaires. Et après 10 heures, là, c'est le volet festif où il va y avoir des groupes de jeunes qui vont venir faire de la musique. Célèbre la vie. Ah, c'est ça. Oui. C'est ça, le relais pour la vie, c'est la célébration. Oui. Et il va y avoir plusieurs petits lampions comme ça. Oui. Comment luminaires. ça fonctionne? C'est que de la façon que ça fonctionne, c'est que des sacs qui sont ignifuges. OK. Ils vont brûler pendant presque 12 heures. Ah oui. À l'intérieur, il y a du sable. On met une bougie qu'on met à l'intérieur et durant la cérémonie des luminaires, là, on va demander aux gens d'allumer les luminaires qu'ils ont achetés pour les personnes qui ont soit décédé ou qui ont gagné leur combat contre le cancer. Et puis après ça, dans le deuxième volet de cette cérémonie-là, tous les luminaires qui ne seront pas allumés, là, on demande aux gens de les allumer. D'accord. Alors, c'est en mémoire ou en honneur de ces gens-là qu'on connaît qui ont le cancer. Absolument. Par exemple, ici, on t'aime, papy. Félicitations d'avoir bâti ton cancer. Ce qui est le fun, c'est qu'avec ces luminaires-là, les gens sur place peuvent décorer leurs luminaires. Oui. Moi, j'en achète un en fonction, mettons, de mon épouse. Et puis à ce moment-là, je vais marquer le message que je veux, puis je peux faire des dessins, je peux faire toutes sortes de choses avec. Votre épouse qui a combattu le cancer. Oui, elle a combattu un cancer en 2005. Elle ne devait pas passer 2005 en passant parce que le 31 décembre, le médecin dit si elle passe le 2005, là, ça va être beau. Elle a eu un cancer qui était agressif. C'est un lymphome non-Hodgkinien. Puis le médecin dit, gars, en octobre, il m'a dit, gars, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour votre femme. Puis elle a réussi à passer à travers. Puis pourquoi? C'est grâce à la recherche. Grâce à des gens qui travaillent à l'INRS, par exemple, là, qui sont des chercheurs. Et puis c'est grâce à la recherche que ma femme est encore en vie. Oui. À quoi ressemble une journée type en tant que chercheur? Une journée type en tant que chercheur, c'est un mix de beaucoup de choses. Je dirais, bon, comme tous les chercheurs, moi, j'ai des étudiants. J'ai une technicienne qui travaille dans le laboratoire. Donc, moi, c'est sûr que je mets encore les pieds dans le laboratoire. Je travaille dans mon laboratoire quelquefois, mais de façon générale, c'est plus mes étudiantes qui travaillent dans le laboratoire, qui font la recherche en tant qu'elles. Moi, je suis plus dans mon bureau, puis je supervise leur travail. On a beaucoup... En fait, une journée type, c'est aller chercher de l'argent pour pouvoir faire notre recherche. Aller écrire des résultats, écrire nos résultats, faire part, parce que la recherche fonctionne beaucoup avec les résultats de recherche. Donc, il faut qu'on fasse évaluer la recherche, qu'on publie ces résultats-là, puis que tout le monde, pour que les gens discutent, puis connaissent c'est quoi. Donc, écrire les résultats, aller chercher de l'argent, superviser mes étudiantes. Évidemment, on a le côté un peu plus intéressant, conférences et toujours des choses comme ça. Mais de façon typique, c'est assez... Est-ce que vous testez des médicaments, des trucs sur quoi? Comment ça fonctionne? J'aimerais ça être dans le laboratoire. Moi, je suis pas, en fait, au niveau de ce qu'on appelle de la recherche clinique. C'est-à-dire que je ne teste pas de médicaments, je travaille pas avec des patients. Moi, mes patients, c'est des cellules en pétri. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que je travaille vraiment aux bases du cancer. À la source. À la source, exactement. Donc, moi, mes recherches, c'est vraiment essayer de trouver comment le cancer fonctionne, qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi ces tumeurs-là grossissent, puis d'essayer de comprendre, parce que finalement, c'est en comprenant comment ça fonctionne, comment ils grossissent, qu'on va essayer qu'on va trouver des médicaments, finalement, pour les empêcher de grossir. Ça doit être tellement passionnant. J'imagine pas qu'on rentre le matin de reculons quand on dit qu'on va sauver tellement de vies. Bien, il faut pas, parce que c'est des études qui sont longues, c'est un travail qui est quand même ardu, il faut être passionné, puis il faut... c'est toujours
agréable quand ça fonctionne bien, évidemment, quand on trouve des choses. Mais oui, c'est sûr, c'est un travail qui est passionnant pour moi. Et je le disais tout à l'heure, il y a énormément de gens qui sont touchés par le cancer. Vous avez des statistiques assez intéressantes et choquantes même. Oui, le plus choquant là-dedans, c'est que quand on sait qu'à toutes les 11 minutes, il y a une personne qui reçoit un diagnostic de cancer, à toutes les 22 minutes, présentement, il y a des gens qui décèdent du cancer. Par contre, le côté positif, c'est qu'on est rendu en 2012 et maintenant, il y a à peu près 60 de gens qui survivent le cancer. Contrairement à... En 1940, où c'était 22 C'est une très grande amélioration grâce à des gens comme vous. Oui, bien en fait, c'est beaucoup. La recherche a fait des grands pas. Souvent, on se rend compte, quand on parle aux gens dans la rue et tout ça, ou les gens qui sont atteints, on a l'impression que la science n'avance pas. Ouais. Mais la science fait toujours des petits pas qui finissent par faire des grands pas. Depuis, justement, les dernières années, nos méthodes de diagnostic ont vraiment évolué. C'est-à-dire que les cancers, on les prend de plus en plus tôt. On les détecte de plus en plus tôt avec de l'imagerie qui s'est améliorée beaucoup. On a des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces. Ça, c'est la recherche qui fait évoluer ça petit à petit, mais qui finit par faire des Comme on dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On pourrait l'utiliser encore tout ça, c'est grâce à, mettons, des activités comme le Relais pour la vie de Laval, où au Québec, on a ramassé l'année passée, en 2011, 15 millions de dollars. Wow. Il y avait 85 relais. Et ça devient l'événement de collecte de fonds le plus intense et le plus gros sur tous les cancers, tous cancers confondus. Là, vous nous avez apporté des chandails ici. Oui. C'est quoi? Chacun sont différents? Oui, j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs de chandail différents. C'est que ce chandail jaune-là, OK, est porté par les survivants du cancer ou ceux qui continuent de se battre contre cette maladie. On va pouvoir les saluer. Ah, c'est vraiment... chapeau. Cette cérémonie-là, elle est très intense. Oui. OK? Juste pour vous donner une petite idée, c'est que je me rappelle, c'est moi qui est le maître de cérémonie, donc je regarde les gens arriver. Et il y avait un monsieur qui mesurait à peu près 6 pieds 5 pouces, à peu près un gars de 240, 250 livres. Et je le vois arriver et il pleure, le monsieur. OK? Toi, tu regardes ça, tu es au-dessus, là, puis tu regardes ce monsieur-là rentrer, puis tu te dis, ce gars-là, il porte un chandail jaune. C'est un survivant du cancer ou il continue de se battre. On ne peut pas avoir que du respect pour ces gens-là. Okay? Ouais. C'est vraiment une grosse cérémonie. Après ça, vous avez le chandail orange, qui est le chandail pour les aidants naturels. On fait une cérémonie pour eux. À un moment donné, une fois qu'on a présenté tous les survivants, les chandails jaunes, ils font beaucoup de sacrifices pour supporter... Oh que oui. Oh, oui. Ils font beaucoup de sacrifices et on fait une cérémonie en leur honneur aussi. Et ils le méritent bien. Oh que oui. Et ensuite, on a le chandail rouge qui est porté uniquement par le comité organisateur. Durant ces 12 heures-là, ils sont sur le terrain, puis si des gens ont des questions, quoi que ce soit, ils vont voir les gens qui portent les chandails rouges et on essaie de répondre à toutes leurs questions. Oui. Et vous avez ici le chandail blanc qui va être porté par à peu près 650 participants parce que cette année, notre objectif est d'avoir 65 équipes. Donc, chaque participant reçoit un chandail blanc. Compris de 10 personnes? 10 personnes. Chaque personne doit ramasser un minimum de 100 $. Okay. Et même si on ramasse 150 ou même si, mettons que tu ramasses 50 $, tu vas marcher pareil. Oui. OK? Comparativement à d'autres causes où qui disent que tu ne marches pas, là, nous, vous allez marcher pour le... Et le relais, ça ne veut pas dire que vous allez marcher pendant toute une nuit complète en vous étouffant puis en vous brûlant. Non, non, c'est pas ça qu'on fait. C'est que l'important, c'est d'avoir un membre de chaque équipe sur le terrain, sur la piste, à marcher durant toute la nuit. Wow! Et de toute façon, 12 heures, c'est rien comme effort, comme à comparer le courage des gens qui se battent contre le cancer. Regardez les chandails jaunes, aujourd'hui, ils vont marcher durant la nuit. Oui. Quelle belle preuve. Oui. Ouais. Et là, c'est quelle date, tout ça? Le 15 de juin, à l'école secondaire Leblanc, c'est la sortie 34 de l'autoroute 440. Et rappelez-nous l'heure. C'est de 7 h le soir jusqu'à 7 h le lendemain matin. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut participer là, si on veut venir faire partie d'une équipe ou en créer une? Si vous voulez créer une équipe, oui. N'oubliez pas, c'est toujours une équipe de 10 personnes. Il y en a qui vont monter jusqu'à 12-13 personnes. Ils vont l'accepter. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous ramassez un minimum de 100 $ par participant pour un total de 1 000 $ pour l'équipe. 65 fois, ça fait 65 000 $ de ramasser. Juste, on doit aussi se procurer un chandail? Non, ça vient. Ça vient. Chaque capitaine d'équipe reçoit un kit qu'on appelle le kit des capitaines. Okay. Et dans le kit, il va y avoir les chandails qui vont être distribués parmi l'équipe. OK, alors si on veut participer, on fait comment? Si vous décidez maintenant de partir une équipe, vous appelez à la Société canadienne du cancer à Laval. Je vais vous donner le numéro de téléphone, c'est le 450-668-1013. Notez. Et vous parlez avec quelqu'un de la société qui va vous donner toutes les démarches à suivre pour former l'équipe. Une autre façon de ramasser des fonds, c'est justement les luminaires qu'on vend au coût de 5 $.
Et puis, c'est pas cher. Non. Et puis, c'est un beau souvenir à donner à quelqu'un qui est atteint du cancer ou qui est en combat contre le cancer. Et à la fin justement de la cérémonie des luminaires, le lendemain matin, on fait une course aux luminaires et les gens peuvent aller récupérer des luminaires qu'ils ont achetés pour quelqu'un et le remettre à la fin. Les garder en souvenir. Absolument. Parfait. Et ça se fait beaucoup. Est-ce qu'on peut aussi juste se donner des dons par un Absolument. site web, là, si on peut pas, on n'est peut-être pas en forme, on n'a peut-être pas le temps de trouver une équipe, c'est peut-être C'est pas ça. possible. Vu qu'on approche du 15 de juin, moi, ce que je suggère aux gens de faire, si jamais ils avaient un don à faire monétaire, quoi que ce soit, qu'ils appellent à la Société canadienne du cancer au numéro que je vous ai donné tout à l'heure. Parfait. Et ils vont parler avec la personne qui va ramasser l'argent, soit par chèque, carte de crédit, comptant, et c'est déposé dans le compte du Relais pour la vie de Laval. Génial. Pouvez-vous nous redonner le site web? C'est le www.cancer.ca. Si je me rappelle bien, là, mais le numéro de téléphone, c'est le plus Tout important. simplement, de toute façon, il défile au bas de l'écran. Voilà, c'est de la magie. Absolument. La magie de la TV. Merci beaucoup de votre beau travail. Je vous souhaite un très, très beau relais. Parfait. Beaucoup de succès. J'espère que vous allez ramasser tous les fonds que vous avez besoin. Merci d'être porte-parole et de votre recherche. Moi, j'ai un dernier mot à dire. Oui. OK? On dit toujours qu'un tremblement de terre, c'est une force de nature, mais c'est l'être humain qui fait bouger le monde. Alors, j'invite tout le monde à venir participer au Relais de la vie de Laval. Oui, l'invitation est lancée. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Restez avec nous après ces quelques messages publicitaires. Votre vitrine communautaire. Merci d'être de retour à l'émission. Vous êtes là juste à temps pour votre vitrine communautaire. Cette émission Vitrine communautaire vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. La Semaine québécoise d'adultes en formation. Ici, pour nous en parler davantage, j'ai Lynn Sylvain et Martine Belzile. Bienvenue. Bonjour. Bon matin. Oui, bon matin. Et qu'est-ce que c'est que la Semaine de formation? C'est une semaine qui est consacrée, en fait, qui existe depuis maintenant 2002 au Québec. Ça existe un peu partout dans le monde. Oui. C'est une semaine où on célèbre les adultes apprenants. Donc, ça se passe un peu partout. Et l'ICA chapeaute les événements au niveau québécois. L'ICA étant l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, supporté par le gouvernement du Québec. Et cette semaine-là, cette année, ça fait 10 ans qu'on célèbre les adultes apprenants. Ah, donc, félicitations! On est Joyeux à fêter le 10e anniversaire, oui. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine-là? Là? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité? en fait, il se passe beaucoup de choses. Tout d'abord, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux adultes. Alors, on a tendance à penser qu'il y a que les jeunes qui ont le privilège d'apprendre. Ah, c'est tellement pas vrai. Je connais faux. tellement d'adultes qui sont aux Et études. apprendre, c'est Oui. même plus un privilège, c'est un droit. C'est quelque Absolument. chose, c'est un droit, le droit à l'apprentissage. Et l'adulte apprend au quotidien dans différents scénarios de vie. Il y a les apprentissages plus formels, scolaires, le retour aux études. Il y a les Oui. apprentissages en milieu de travail. Et il y a les apprentissages dans différentes fonctions citoyennes. Aller voter, Oui. prendre des cours d'informatique ou peu Ouais, importe. parce qu'on sait que c'est un petit peu rocambolesque en ce moment là, à l'université, mais il y a plusieurs cours, là, il y a des formations continues et tout ça. Il y a de tout. Il y a de tout. Et je vous dirais que si on va sur le site adulteenformation.com, aussi simple qu'on va voir 1001 façons d'apprendre. 1001 façons d'apprendre, ça peut être apprendre à faire des cuisines collectives, à gérer un budget, Ok. développer les compétences parentales, des formations pour travailleurs en milieu de travail plus formel. D'accord. À Laval, on axe sur différents volets. On a beaucoup développé le milieu du travail. Les entreprises sont très partenaires pour avoir des activités chez eux. D'accord. Des célébrations, des remises d'attestations, des concours pour Toutes sortes venir... de choses. Toutes sortes de choses. Qui a recours à vos services? Tout le monde. Et on est disponible, on est ouvert. Une entreprise entend cette petite entrevue-là aujourd'hui et se dit, coudonc, moi, j'aimerais ça venir dire à mes travailleurs que grâce à leurs apprentissages et à leur nouvelle façon de refaire le travail, on a développé notre chiffre d'affaires. Donc, ils sont les bienvenus. Ils vont sur le site, ils voient à Laval qu'il y a quelqu'un qui est responsable de la table. Ils me rejoignent de cette façon. Toutes sortes de possibilités. Les milieux communautaires, Oui. les comités de parents, les milieux plus formels. Les comités de parents qui sont très importants, on en parlait tout à l'heure. Oui,
pour l'apprentissage, développer différents forums, causeries, conférences pour les parents, apprendre à être parents. Oui, parce que c'est pas donné naturellement à tout le monde. Les nouveaux arrivants, Oui. tous ceux qui s'occupent des nouveaux arrivants. Arriver dans un pays, c'est de l'apprentissage. Ah oui, oui, Vous voyez, il y a toutes sortes de règles du jeu qui sont différentes. C'est tellement de choses. 1001 façons d'apprendre, c'est ça. Et cette année, c'est 10 ans. On en rajoute encore plus. On donne encore une On plus met le grande paquet. visibilité. L'ensemble de ces activités-là nous dirige vers un gala reconnaissance où le milieu politique, les acteurs politiques au niveau de Ville de Laval, la CRI, les députés lavallois sont présents. Et là, on fait une fête avec nos adultes apprenants qu'on a rencontrés au cours de la semaine. La semaine, c'est court, mais Oui. on l'étend un petit peu dans le temps. On va en amont, on va en aval. Super. Puis on rencontre plein de monde. Et là, on a la chance d'avoir un adulte apprenant ici avec nous. Je suis une adulte apprenante. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme cheminement scolaire? Moi, d'abord, je travaille pour la commission scolaire de Laval depuis quelques années. Et cette année, je suis présentement en train de suivre une attestation en études professionnelles, service de garde en milieu scolaire. Ah, c'est le fun, Et, ça. oui, beaucoup. Moi, ça m'apporte tellement, c'est un enrichissement tellement personnel, social. Ce que je fais déjà avec les enfants, je pense que ça ne peut que l'améliorer. Tu sais, on se remet à jour, on se remet avec nos interventions. Surtout avec les enfants, il faut toujours Tout le temps être à trouver des l'affût trucs, aussi. des trucs, Puis, pardon. oui, puis moi, je fais ça en ligne. C'est de l'apprentissage qui était tout Donc, à vous pouvez fait le faire nouveau sur pour votre moi. temps ou s'il y a un horaire précis? On a un horaire précis dans la semaine. Donc, on se sent quand même bien encadré. Tout à fait. On a un personnel, on a 2 professeurs, Julie et Justine, qui sont extraordinaires. Des bons coachs. Moi, je les Oui. appelle mes bons coachs. Et travail en ligne, c'est ça, c'était nouveau pour moi aussi. Alors, ça nous tient encore à l'affût des technologies. C'est un peu difficile au début, mais Oui. on finit par embarquer dans la voiture et, C'est ça, on fait et son suivre, chemin. oui, c'est ça, suivre la route. De quelle façon est-ce que vous avez fait la connexion avec ce programme-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était obligatoire? Comment vous avez trouvé ça? Ça, c'est dans le ministère de l'Éducation qui offrait en fait ce cours-là pour toutes les personnes qui œuvraient déjà dans les services de garde dans le milieu scolaire. En fait, c'est pour parfaire nos connaissances, comme je te disais tantôt, améliorer certains... parce que ça change, les enfants, on évolue. Nous, on évolue, les enfants évoluent. De génération en génération, de toute oui. façon, les enfants... L'ensemble de la société bouge. Tout hein? à fait. Alors, Tout à fait. et même les personnes du 3e âge ont le goût, sont stimulées pour apprendre. Tout à Et fait. puis Moi, c'est je beau de pense les qu'il n'y a pas voir. d'âge pour apprendre. On aime apprendre, toujours. On Et- aime apprendre. On lit des livres à n'importe quel Et ça tout nous le monde veut valorise. apprendre, Oui. Ça nous valorise Tout à fait. d'apprendre. Oui. Et Martine est un bel exemple de ça. Oui, félicitations. Martine a niveau, reçu j'allais une dire. attestation Oui, c'est vrai. de cet ordre-là, une attestation qu'on appelle de reconnaissance pour stimuler, motiver, dire ben, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ah, Donc, elle a reçu ça samedi dernier. Encadré comme il faut voir. Ah, c'est super. Encadré. Elle a eu ça. Encadré. La semaine des adultes en formation, ben c'est un peu pour promouvoir le retour à l'école. Avez-vous un petit mot à dire aux gens qui hésitent peut-être à y retourner? Je leur dirais, écoutez, commencez par un début, commencez par un cours ou une session ou une rencontre d'information. Que ce soit juste avoir de l'information déjà. Ne serait-ce que d'avoir de l'information ou de faire reconnaître ce qu'on a déjà acquis comme apprentissage aussi. Très bien. Tout à fait. Et vous avez aussi un très beau site web qui comprend entre autres des concours. Il y a plein de concours, oui. Sur le site desadultesenformation.com, il y a différents icônes, il y a différents liens. Il y a des concours ouverts au public, 1001 façons d'apprendre. Beaucoup de prix? Il y a des prix, il y a des choses à gagner. Alors, ayez la curiosité d'y aller. On les mentionnera même pas, ça va être une Ayez la invitation pour y curiosité d'y aller. aller. Oui, voilà. Alors, c'était le www.adulteinformation.com. Bonne chance pour toutes vos études. Merci beaucoup à toi. Merci de votre beau travail. Merci. Allons rejoindre Benoît Garneau pour votre capsule Urgence Santé. C'est bien d'être dans une ambulance, surtout quand on n'est pas malade. Alors là, moi, je suis ici, je vois toutes sortes de trucs et je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, pouvez-vous m'expliquer ça? Bon, à l'intérieur d'une ambulance, dans le fond, c'est les différents équipements que les paramédics vont utiliser. À différentes places, il y a différentes choses, des petites boîtes là, dans lesquelles il y a de l'équipement qui est inséré. Donc,
Ici, c'est plus des équipements de protection individuelle. Il y a des masques d'oxygène, bien sûr, pour être utilisés. Tout ce qui est pansement, bandage, masques de protection, tout ça. Alors, c'est pas mal ce qu'on retrouve dans ces compartiments-là. Il y a d'autres compartiments qu'on va se servir au niveau de la lingerie, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de compartiments extérieurs que je vais vous démontrer qui renferment aussi beaucoup d'équipements. Donc, on va retrouver à ce moment-là les bonbonnes d'oxygène, on va retrouver le moniteur défibrillateur, les différentes trousses à l'extérieur de l'ambulance. Mais pour ce qui est de l'intérieur, ici, bien sûr, il y a la civière, la fameuse civière sur laquelle on veut pas embarquer. Et effectivement, les différents compartiments à pansement, outils, ciseaux, etc. C'est beaucoup plus grand que je pensais. Puis je vois aussi qu'il y a accès direct avec la pièce où il y a les conducteurs. Est-ce que c'est sécuritaire, ça, ou moins? C'est sécuritaire. Et c'est important aussi parce que la personne qui est au patient peut communiquer directement, là, sans avoir à passer par un téléphone ou quoi que ce soit, avec le conducteur pour l'informer de la situation, de la condition du patient. Donc, c'est important qu'il y ait cette ouverture-là. Aussi, dans le coin, il y a un téléphone pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des hôpitaux. Lorsqu'on a un cas très urgent, un cas de détresse, on doit communiquer avec le centre hospitalier pour leur donner des informations pertinentes concernant le patient. Donc, il y a toujours deux paramédics. Est-ce qu'il y en a un qui est chargé de conduire, l'autre de soigner la personne, ou ils vont à tour de rôle? Alors, c'est en alternance. Habituellement, pour un quart de travail de 8 heures, certains vont faire 4 heures de conduite et par la suite, venir 4 heures au patient. Il y a plusieurs compartiments partout alentour de l'ambulance. À quoi ça sert? Bien, ça sert, il y a plusieurs pièces d'équipement, là, justement, qui servent à intervenir sur les lieux. Donc, le paramédic, lorsqu'il sort de l'ambulance, va s'en venir dans le premier compartiment qui est ici, le plus près de lui, pour sortir le moniteur, la trousse d'oxygénothérapie. En haut, il y a la trousse de médicaments et celle-ci, c'est la trousse d'accouchement. Un petit peu plus bas, il y a les bonbonnes d'oxygène. Alors ça, c'est une bonbonne qui est prête à être utilisée et qui se transporte plus facilement là, dans un sac comme celui-là. Alors, ça, c'est le premier compartiment. Deuxième compartiment. Le deuxième compartiment, comme vous pouvez voir, là, le compartiment est scellé. Hein? Sur toutes les portes d'ambulance, pour s'assurer, lorsque la remise en service est effectuée, pour s'assurer que l'équipement est conforme à l'intérieur, il y a un scellé qui est apposé par le préposé. Donc, ça certifie que tout l'équipement est là. On ouvre la porte et ça, c'est plus de l'équipement d'évacuation. Donc, on parle de planches longues, de différentes courroies, de colliers, de collets cervicales qui vont surtout servir lors de traumas, de patients qui ont été accidentés, qui ont fait des chutes, etc., qu'on doit immobiliser. Alors, c'est cet équipement-là qu'on va utiliser. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Derrière cette porte-là, c'est une civière chaise ici qui va servir pour sortir les gens, descendre les gens dans les escaliers. Donc, c'est une chaise qui est adaptée avec des roulettes spéciales, avec un roulement spécial pour ralentir les marches lorsqu'on descend. Et ça absorbe le choc, donc c'est très bien fait. Je vais vous la montrer plus en détail. La prochaine fois. La prochaine fois. Là, on en a 2 pour le prix d'une. C'est ça, 2 pour le prix d'une. Ici, c'est une autre pièce d'équipement d'évacuation ou d'immobilisation. C'est un matelas immobilisateur qu'il y a dans cette grosse poche-là, dans le fond. C'est quoi un matelas immobilisateur? Un matelas immobilisateur, lorsque les gens sont victimes de traumatisme, on ne veut pas prendre de chance, on va immobiliser comme il faut la personne pour pas qu'elle bouge du tout. C'est un matelas sous vide et qui va immobiliser complètement le corps, donc la personne ne peut pas bouger. Donc après un accident, là... Après un accident, justement, qui est des déplacements, si la personne a une fracture au niveau de la colonne vertébrale,
Il n'y a pas de risque de déplacement à ce moment-là. Et dans ce compartiment-là, bien, il y a des équipements de sécurité. Comme on peut voir ici, une lampe de poche, des fusées. Des fusées, dans le fond, ici, de protection et un extincteur. On a aussi la fameuse pelle dans la porte. La fameuse pelle, oui, parce que... Oui, effectivement. La fameuse pelle, parce que c'est sûr que l'hiver, les paramédics doivent composer avec les intempéries de la nature et c'est pas rare là, d'être obligé de se faire de la place pour pouvoir circuler avec la civière à travers les bancs de neige. Très physique comme travail. Tout à fait. Et la dernière. Et finalement, c'est une autre porte où on retrouve une bonbonne d'oxygène supplémentaire, une autre civière chaise qui va servir à d'autres types d'évacuation. Alors, lorsqu'on est pris dans des escaliers en collimation au 3e étage, cette civière-là, c'est vraiment celle-là qu'on va se servir parce qu'elle est plus adaptée et moins difficile d'utilisation. Il faudrait des glissades gonflables. Ça peut arriver. On a une unité de soutien technique qui fait un peu ce genre d'évacuation-là. Pas avec des glissades, mais avec de l'équipement plus spécifique pour pouvoir sortir les gens. Alors voilà, l'équipement de... Le sac, oui, le sac en haut. Le sac, c'est vraiment de l'équipement d'évacuation, des outils d'évacuation là, qui vont servir dans différentes situations. D'accord. Encore une fois, M. Garneau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'ai présentement avec moi M. Claude Laferrière et Martine Hébert. Bienvenue en studio. Merci. Vous êtes ici du Relais communautaire de Laval qui fête tout prochainement ses 28 ans. Félicitations à l'organisme, bien sûr. Alors là, moi, je suis un petit peu curieuse. Quand ça fait quand même 28 ans que ça existe, de quelle façon est-ce que ça a évolué du début, le 28 ans maintenant? Bien, d'abord, il faut dire que le relais, il y a 28 ans, ça a commencé dans un sol d'église où on servait de la soupe et des sandwichs à des jeunes de 16 à 30 ans. Puis là, c'était de 5 à 6 par jour. Oui? Oui. Et peu à peu, le relais a déménagé à 2 reprises. En 1997, on a acheté l'édifice dans lequel on est abrité maintenant, qui est sur le boulevard des Laurentides. Et là, l'expansion a commencé. En plein cœur de Laval. En plein cœur de Laval, de Pont-Viau. Il faut dire qu'on dessert... à l'époque, on était... en 84, on était à l'église Saint-Christophe. Maintenant, on dessert l'ensemble de Laval. On n'est plus... D'ailleurs, à l'époque aussi, on s'appelait le Relais communautaire Pont-Viau. Depuis, on est devenu le Relais communautaire de Laval. De Laval, on englobe tout le territoire de Laval. C'est pas nécessairement un bon signe parce que ça prouve que la pauvreté augmente à Laval. Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, si vous aidez plus de gens au moins. Oui, il y a quand même eu une évolution dans le relais. On parlait à l'époque de soupe de sandwich. On associe souvent le relais à l'aide alimentaire. OK. C'est vrai. L'an passé, on a distribué 77 000 sacs de provisions. Wow. On a servi 32 000 repas. Sauf que c'est plus aussi vrai que, même si les chiffres peuvent paraître astronomiques, c'est plus exactement ça. Le relais, au cours de son histoire, a évolué. Est devenu plus un centre communautaire complet qu'une banque alimentaire. Donc, un centre communautaire complet aujourd'hui, en 2012, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de l'aide d'urgence encore, qui va toujours continuer parce que c'est notre mission première. Hein? Mais il y a des volets à ça. Des volets qui s'appellent l'aide vestimentaire. Un styliste? Pardon? Il va y avoir des stylistes qui vont nous montrer comment s'habiller? Bon, on ne sait jamais. Éventuellement, pourquoi pas. Les friperies, il y a des très belles friperies dans la Mais dans région. le fond, c'est plus qu'on offre aux gens là, de quoi se vêtir. Surtout, oui, c'est ça. Mais on fait aussi de l'aide psychosociale, des activités d'éducation populaire, de la réinsertion sociale et maintenant, de plus en plus, de la réintégration professionnelle.
Et là, on a avec nous, on a la chance de l'avoir ici, Martine, responsable du volet intégration socio-professionnelle. Ça, c'est toute une carte d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Bien, dans le fond, je m'occupe du projet Connexion Compétences. C'est que j'ai engagé 10 personnes au mois de janvier qui sont entre 16 et 30 ans à venir travailler sur 5 de nos plateaux pour pouvoir venir à les intégrer sur le marché du travail ou un retour à l'école éventuel. Et qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps-là? C'est sur 21 semaines. Fait que les 16 premières semaines, ils sont sur les plateaux avec nous, sur le plateau de travail qu'ils ont décidé de faire. Quelles sont leurs options? Il y a commis à l'accueil, commis aux fruits et légumes, aide cuisinier, friperie, entretien ménager. OK, donc il y en a beaucoup. C'est les 5 plateaux qu'on a. Donc ça, c'est sur 21 semaines? Bien, dans le fond, c'est 16 semaines qui sont avec nous. Par la suite, ce sont 3 semaines en stage extérieur. Et par la suite, pour finir, c'est un 2 semaines intensif de recherche d'emploi qu'on fait avec eux autres. Donc, vous les aidez à travailler sur leur curriculum vitae? Oui. Pendant les 16 premières semaines, ils ont 2 ateliers par semaine. Dans le fond, 6 heures d'atelier qu'on les accompagne dans la recherche d'emploi. Le CV, les entrevues, la connaissance de soi, l'orientation. Puis il y a plusieurs organismes comme la CEF, ces choses-là qui viennent avec nous aussi. Donc, les individus qui participent à ce programme-là, pour quelles raisons ils ont besoin de participer à ça? Bien, ça peut être plusieurs raisons. Soit qu'ils n'ont jamais travaillé parce que, bon, ils ont 16-17 ans. Soit parce qu'ils sont immigrants, dans le fond, qui n'ont aucune connexion, dans le fond, aucune expérience canadienne ici. Puis souvent, c'est qu'est-ce qui est demandé. Ça peut être parce que, bon, ils ont été pendant plusieurs années sans travailler, fait qu'ils sont très loin du marché du travail. Fait que nous, dans le fond, on les aide, là, dans le fond, à pouvoir réintégrer un emploi. Peut-être s'intéresser par le domaine communautaire, donc c'est une belle façon de s'intégrer là-dedans. C'est ça. Mais dans le fond, ils font les deux en même temps parce que automatiquement, ils sont dans le relais pendant 16 semaines, fait qu'ils sont comme... Vous m'avez dit qu'il y avait combien de jeunes? J'en ai 10. Ça, c'est une fois par année? On espère que ce soit 2 fois par année, que ça soit récurrent, dans le fond, par la suite. Pour parce que ça, notre il faut premier des projet. fonds, il faut toutes sortes de choses, comme quoi, par exemple? Pour supporter quelque chose comme ça, Oui, bien, c'est un programme gouvernemental qu'on a. D'accord. Puis, bon, plusieurs partenaires qui viennent nous aider aussi par la suite. Dont la commission scolaire. Dans la commission scolaire. Et nous, si on veut vous aider, de quelle façon est-ce qu'on peut s'y prendre? Bien, il y a plusieurs façons d'aider le relais. Pas seulement le projet Connexion Compétences. Vous avez des dons à faire, que ce soit en argent, en nourriture, en vêtements. Vous vous présentez au relais et on va les prendre avec grand plaisir. Super. Vous voulez faire du bénévolat, bien, au numéro de téléphone que je vais vous indiquer tantôt. Donc, vous pouvez faire du bénévolat puis aider. C'est très, très apprécié parce que vous savez, il passe à peu près 40 000 personnes au relais par année. Wow. On est 21 employés. À Laval? Oui. Wow. Oui, à Laval. Donc, une belle façon de s'impliquer dans sa communauté, c'est important. Oui. On reçoit beaucoup de la vie, il faut en redonner. Alors, si on veut participer à tout ça, faire des dons ou être bénévole, est-ce que vous avez un site web où on peut avoir plus d'informations? Oui. www.relais avec un S communautaire.org. Et sur ce même site, on va pouvoir rester à l'affût de tous vos levées de fonds, activités, tout ce qui s'en vient et du projet dont vous m'avez parlé. Oui. Super. Alors, merci beaucoup à vous. Le numéro de téléphone pour terminer? 450-668-8727. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Voici maintenant vos nouvelles. Il reste plus de 3 semaines pour participer au concours pour favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire des jeunes lavallois. Il y a plus de 6 000 $ en prix à gagner. Donc, les jeunes lavallois et lavalloises ont jusqu'au 13 avril 17h pour participer à la 6e édition du concours artistique de droit de cité sous le terme « Artiste de ma réussite » et donc faire parvenir leur œuvre et leur formulaire de participation rempli au Forum Jeunesse Laval. Donc, si vous êtes âgé entre 10 et 30 ans, vous êtes invité à réaliser des œuvres individuelles ou collectives dans n'importe quel domaine d'expression artistique suivant, dont soit le dessin, peinture, sculpture, photographe, vidéoclip et même de l'écriture et du théâtre. Bref, pour plus d'informations, contactez le 450-686-4343
Bonne chance à tous. Ensuite, il y a un site Internet, ça fait maintenant 2 ans que ça existe, et c'est pour promouvoir les ventes de garage à travers le Québec. Alors, il y a plus de 24 000 visiteurs qui ont pris connaissance de ce site en 2011. Alors, je suis sûre que plusieurs personnes vont en prendre connaissance maintenant en 2012. Alors, le site permet aux particuliers, municipalités, organismes à but non lucratif de mettre en ligne gratuitement la date, l'heure et toutes les informations nécessaires pour soit une vente de garage, un bazar, une fermeture de maison, un déménagement. Alors, c'est ça, avec la brève description, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez vous inscrire à www.taventedegarage.com. Et c'est déjà tout pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine, fidèles à nous. Alors, merci à nos invités, bien sûr. Merci à nos collaborateurs, la Ville de Laval. Si vous désirez soumettre vos commentaires, suggestions, vous pouvez le faire à info@tvrl.ca ou aussi par téléphone 450-973-8005. C'était Vanessa Ross qui vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine.